Ok, bon, déjà, il va juste falloir savoir que, bon, moi, je vais directement aller sur en fait, une plateforme qui s'appelle Databricks, en fait, qui nous permet en réalité de faire du Spark sur le cloud. En fait, vous n'aurez pas besoin de créer quoi que ce soit ou bien d'installer quoi que ce soit. Il vous suffira juste de créer un compte. Et voilà, vous aurez la possibilité de créer, si vous voulez, un cluster. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, là, j'ai créé un cluster Data 221 qui est en fait une machine de 15 gigas de RAM et 2 corps. Donc, qui peut me permettre quand même de faire ce que je veux faire. Mais c'est juste en guise de test. Et tu peux créer tes notebooks aussi. Donc là, il y a les notebooks que nous allons parcourir après. Donc, c'est assez simple. Hein. Voilà, ça ne va pas quand même dire euh, que vous ne pouvez pas installer en local. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Déjà, le lien GitHub que j'ai envoyé, j'ai mis d'autres liens qui peuvent vous permettre en fait d'installer Spark en local. Que vous ayez un Windows, un Linux ou bien un Mac, ça dépend. Voilà, donc en local aussi, vous aurez quelque chose qui ressemblerait à ça. Bon, je vous montre juste en local ce que vous aurez. Donc, une fois que vous l'installez en local, vous pouvez juste accéder avec cette commande Spark Shell. Voilà, il y a Spark Shell en fait pour le Scala, mais aussi il y a PySpark du Python et Spark. Et il y a Spark R aussi, je crois. Spark Scale, voilà, il y a le Spark R qui est là aussi, si vous voulez faire du Spark avec du R. Maintenant, pour ceux qui veulent faire du Spark avec Scala, il suffit juste de lancer le Spark Shell. Si en fait vous avez tout configuré et tout installé normalement en local, normalement vous pouvez lancer cette commande en CMD et vous pouvez accéder à un REPL, donc Scala, qui peut vous permettre soit de faire du Scala, genre en guise de test bien sûr, ou bien d'écrire des fonctions sur Spark. Donc là, vous allez voir que j'ai un Spark version 2.4.4. Il y a aussi le Scala 2.11, 2.12. Voilà, là, ils vont te dire que tu as un Spark Session available sous le nom de Spark. Bon, ça, on va voir après. Et là, vous allez voir qu'il y a un Spark Context SC, etc. Et là, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est du Scala. Bon, tu peux l'utiliser comme calculatrice si tu veux. Comme tu peux aussi coder, bon, définir une variable x égale à whatever, file. Et après, voilà, appliquer tout ce que tu veux. Disons, tout appliquer. Voilà. Et en plus, avec le tab, tu peux en fait voir toutes les fonctions. Donc, toutes les fonctions possibles avec cette variable. Voilà. Donc, vous allez voir qu'à parler. Donc, ça, c'est en local. Maintenant, tout ce qu'on peut faire ici, on peut aussi le faire sur le cloud. Et pour ça, voilà, on va directement attaquer la partie Scala Basics. Bon, ça, c'est des trucs à propos de moi, hein, quelques tout petits projets que j'ai eu à travailler. Et comme j'ai dit, hein, je suis Big Data Engineer à Atos depuis presque 1 an et quelques. Et nous travaillons principalement sur des KPI métiers. Donc, c'est des données qui sont traitées, bon, disons pré-traitées, après agrégées, pour qu'en fait, les métiers puissent prendre des décisions à partir de des données que nous allons produire. Maintenant, Scala, il faut savoir qu'en fait, c'est un langage quand même qui commence vraiment à être très intéressant parce qu'en fait, euh, avec vraiment l'utilisation de Spark aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de personnes quand même euh, qui, qui se précipitent vers cet outil Spark pour quand même traiter les données parce qu'en fait, il leur procure vraiment beaucoup de possibilités, que ce soit dans le machine learning, que ce soit dans la distributivité des données, etc. Donc, en fait, Spark vous permettrait vraiment de traiter les données en des temps records. Et il y a vraiment une facilité de faire du Spark, qu'importe ton background, que tu sois un SQL développeur, que tu sois un ingénieur Python, whatever. Donc, tu as la possibilité de faire du Spark très facilement. Tu veux juste peut-être connaître quelques bases
peut-être qu'on va essayer de parcourir là. Et après ça, voilà, très facilement, vous pouvez franchement faire le reste, quoi. Genre, partir vers la partie plus avancée. Donc, pour ce qui est du Scala, et pourquoi le Scala déjà? En fait, Spark lui-même a été écrit avec le langage Scala. Donc, vous allez certainement entendre les gens vous dire, comme je vous ai montré, hein, PySpark, genre Python avec Spark, ou bien Spark avec R, ou bien Spark avec Scala. Donc, vous allez entendre tout ça. Mais cela voudrait juste dire qu'en fait, qu'il faudrait toujours un langage de programmation pour pouvoir faire du Spark. Donc, nous, on va partir de Scala parce que déjà Spark a été conçu grâce à Scala. Donc, ça lui procure quand même beaucoup plus de flexibilité et beaucoup plus d'optimisation. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle déjà on va partir sur Scala. Et d'autre part aussi, peut-être initier la communauté un peu sur Scala parce que les gens ont tendance quand même à trop vouloir faire du Python jusqu'à à oublier les autres langages. Donc, on va essayer quand même de parcourir un peu les bases de Scala pour au moins vous imprégner. Et après, voilà, vous allez voir que faire du Spark avec du Scala ou bien le faire avec du Python, c'est vraiment la même chose. Il suffit juste de le maîtriser avec un langage pour en fait voilà, être expert en Scala, si je peux le dire ainsi. Parce que c'est les mêmes fonctions qui vont être utilisées, c'est les mêmes principes, etc. etc. Euh, donc, déjà, on va partir sur les bases, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas vraiment aller tout au fond de Scala. On n'en a même pas besoin parce qu'il suffit juste en fait d'avoir la base de Scala pour pouvoir faire du Spark. Et si je parle de la base, c'est comment déclarer des variables, comment peut-être manipuler des listes, comment créer une fonction sur tout ça. Voilà, et si ces choses-là, tu les as, franchement, tu peux faire un projet end-to-end de Spark. Après le reste, voilà, il y a tonton Google qui est là et qui pourra vraiment aider sur plusieurs autres aspects. Maintenant, voilà, je parle de procédure AMSA. Si en fait les gens ils doivent poser la question à la fin, mais bon, j'aurais quand même préféré que ce soit plus interactif. Si vous avez des questions, vraiment, faut pas hésiter. Pour moi, vous pouvez directement poser et après on va discuter, quoi. Euh, Ça ça, va le ça faire dépend de gagner du temps. toi. Oui, Donc, oui, voilà, on suggère que les gens posent directement. Je pense oui, qu'avec notre expérience d'hier, ça a été vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup oui. appris des questions des autres. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, même si c'est basique parce qu'on n'est pas au même niveau. Il y a des gens qui n'ont jamais fait du Scala comme moi. Donc, nos questions seront vraiment un peu triviales au regard des experts, mais il n'y a pas de souci, hein. On va poser quand même. Ibrahim, j'ai une question. Quand tu utilises le local, tu utilises le terminal, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Ok. Bon, maintenant, c'est un choix, hein. En fait, il suffit de l'avoir comme ça. Et à partir Hmm, de ça, par exemple, tu peux le connecter directement à soit ton RStudio. Je crois que Amsa a déjà eu l'expérience. hmm, Et tu peux aussi le connecter à un Jupyter Notebook pour faire en fait du Spark hmm, avec Python. En fait, ça, c'est juste ce qui est derrière. Maintenant, après, tu peux utiliser le notebook devant pour en fait faire du Spark, quoi. ok. Merci. Voilà. Maintenant, bon, maintenant, on va juste voir hein, les choses assez basiques de ce cas-là. Par exemple, les syntaxes de base, ça, c'est quand même bon, des choses que vous connaissez déjà. Si peut-être vous avez eu à utiliser Java. Et déjà, ce que j'ai à souligner, c'est que, en fait, Scala interagit bien avec Java. Par exemple, nous, dans la plupart des projets que bon, il nous arrive des fois, en fait, d'importer des packages de Java. Donc, en fait, tu peux faire du Scala, mais en même temps, utiliser des packages de Java que tu vas, en fait, utiliser pour je sais pas, faire tout ce que tu veux. Par exemple, dans la plupart du temps, là où on a besoin peut-être de traiter des dates, quelque chose comme ça, c'est les librairies de Java que nous utilisons, par exemple. Donc, il y a une interaction en fait entre Java et Scala.
Et ça lui facilite aussi énormément de choses. Voilà, maintenant, il y a cette caractère point-virgule voilà, qui doit être à chaque fois à la fin des lignes. Mais ça, c'est optionnel, à moins que vous ayez en fait plusieurs instructions sur la même ligne. Voilà, il faut savoir aussi que c'est sensible à la casse. Une variable déclarée avec un N majuscule devant, par exemple, tu déclares non, N majuscule devant, non avec N majuscule devant. Ça, c'est à prendre en compte. Voilà, pour ce qui est des classes, donc le nom doit toujours débuter par un majuscule. Les méthodes commencent par un majuscule, ça c'est les fonctions, donc ils commencent toujours par un majuscule. Maintenant, si en fait c'est des noms qui sont, disons, par exemple, je veux définir la fonction additionner nombre complexe. Donc, additionner, ça doit toujours commencer, la fonction, le nom doit toujours commencer par un nombre, par une lettre minuscule. Maintenant, s'il y a en fait d'autres mots qui composent le nom de cette fonction, voilà, c'est préférable de les mettre en majuscule. Donc, par exemple, bon, je peux ouvrir ici. Bon, avant ça, je vais devoir me connecter à mon cluster, sinon si je run, ça ne va pas marcher. Par exemple, si je veux définir une fonction, voilà, additionner nombre. Voilà, ça c'est la meilleure des manières de déclarer en fait, de nominer votre fonction. Ça doit toujours commencer par un minuscule. Maintenant, s'il y a plusieurs en fait, mots qui composent le nom, voilà, il faut commencer les autres noms par des minuscules pour que ça soit plus explicite. Voilà, maintenant, il y a, comme Java aussi, hein, il y a une fonction main, et Python également, une fonction main qui est vraiment obligatoire, qui permet en fait à votre programme d'être lancé, quoi. Donc ça, c'est impératif. Et ça, c'est défini de cette manière. Bon, après, lorsqu'on verra comment est-ce qu'on définit les fonctions, vous allez comprendre. Là, ça peut être un peu bizarre. Voilà, maintenant, pour les noms des variables ou bien objets classes, ça, c'est les syntaxes qui sont en fait autorisés. Débuter par une lettre ou un underscore. Donc, ça doit toujours débuter par une lettre ou bien un underscore, mais jamais par des chiffres, etc. Donc, les commentaires, c'est comme dans Java aussi. Hein. Donc, c'est le double slash pour une ligne. Pour une ligne, ou bien les slash et étoiles. Ça doit être étoile, en fait, pour les multilignes. Et pour l'importation des modules, quand même, là, c'est un peu différent de Python, pour ceux qui sont pythoniens. Donc là, si tu as une fonction, si tu veux importer, en fait, tout un module, ce que tu fais, c'est que tu mets le point underscore. L'underscore, ça veut dire tout. Donc, s'il y a underscore, ça veut dire je prends tout. Donc là, on importe tout ce qui est dans org.me, par exemple. Et si on veut juste importer une seule fonction, comme par exemple porter habit, voilà, on fait import org.me, porter habit. Parce qu'après, on va voir que pour faire du Spark aussi, il y a certains modules à importer, donc c'est bien de connaître ces choses. Et si tu vas en importer plusieurs, mais toujours se limiter à ce dont tu as besoin, là, tu ouvres les brackets et tu mets juste le nom des fonctions en ligne. Pour dire que voilà, je me limite à ça. Maintenant, peut-être on peut passer à quelque chose de beaucoup plus concret. Maintenant, pour la déclaration des variables dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Donc, soit on utilise le keyword val ou bien var. Voilà, donc là, je peux déclarer val. Et pour la déclaration, le syntaxe est toujours comme ça. Donc, il y a val ou var. Il y a le nom de la variable, suivi de 2 points et le type. Mais ça, c'est optionnel. Après, on va voir. Parce qu'en fait, Scala est capable directement de savoir, en fait, bien d'induire, en fait, le type, du contenu que tu lui donnes à cette variable. Donc là, on peut lui dire, voilà, on veut un string, que fallait un string, mais on peut aussi ne pas le spécifier. Donc là, je lui dis val non string, val. Et pourquoi maintenant, quelle est la différence entre val et var? C'est juste que val est immuable. Donc, si tu déclares une variable val, tu ne peux plus la changer.
C'est ce que j'ai essayé de faire ici. Par exemple, il y a val non qui est déjà val. Bon, on sait qu'un val ne peut jamais être un grien. Donc, si tu essaies de lancer le nom, voilà, tu vas voir qu'il va te dire reassignment to val, error. Donc, tu ne peux pas en fait déclarer un val et en fait vouloir l'écraser bon, pour une autre valeur, quoi. C'est pas possible. Maintenant, pour var, quand même, ça, c'est possible. Donc, si aujourd'hui, tu es var, prénom Ibrahima, et là, vous allez voir qu'il n'y a plus le string là, le 2 points string. Donc, il n'y en a plus. Donc, si je le déclare aussi, voilà, il saura directement que c'est du string. Donc, ça, c'est en fait ce que le langage d'aujourd'hui nous offre. Je crois qu'avec Python même, on a cette même capacité. Donc Il y a là, une question dans le chat, Ibrahima, relative à val. Oui. Voilà, je peux le lire pour toi. C'est de la part de Mamadou Ba. Il dit que donc val, c'est pour les constantes en quelque sorte. En fait, bon, parce que vous allez voir que var aussi, il y a pour les variables, hein, parce que, voilà, on peut peut-être même ne pas définir, que ça ne soit pas en fait une constante, mais plutôt une valeur, bien un output d'une fonction que tu définis val. Mais dès qu'en fait, val, tu n'as plus la possibilité de la modifier, que ce soit une constante ou pas. Parce que là, vous allez voir que val aussi, c'est une constante, mais n'empêche, là, on a toujours la possibilité, par exemple, prénom c'est Ibrahim, je peux l'écraser en Halil, et si, voilà, je dis prénom, vous allez voir que c'est Halil qui sera là. Donc, en fait, l'Ibrahim a été écrasé en val. Maintenant, ça, en fait, l'utilité derrière, c'est que, ce que je n'ai pas dit tout au début, c'est que, en fait, Scala vous permet voilà, de faire de la programmation orientée objet que peut-être les experts Java connaissent. Mais aussi, ça vous permet de faire du functional programming. Donc, le functional programming, c'est en fait une manière de programmer, mais en utilisant que des fonctions et des valeurs en fait, qui sont humiliables. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, le val va être très, très important en ce sens. En fait, là-bas, on ne va pas vouloir qu'en fait, les variables changent n'importe comment et tout ça. Donc, on va utiliser principalement que des fonctions et des variables qui sont humiliables pour en fait mettre en place notre programme. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'était Momodou, n'est-ce pas? Ah ouais, il a dit Momodou, que c'est bon? Ok, excellent. Voilà, donc ça, c'est une autre possibilité de déclarer. Donc là, c'était juste pour vous montrer que même sans, en fait, le string ou bien le type de la variable, vous pouvez toujours, en fait, déclarer votre variable. Voilà. Maintenant, il y a aussi une autre notion, lazy. Donc, vous allez même, si vous lisez la plupart du temps des blocs bash, vous allez voir que, voilà. Abdou Aziz Dramé, est-ce que tu peux... Ah, c'est bon, je l'ai géré, hein. T'inquiète, je vais gérer ça. Ok, excellent, merci. Voilà, maintenant, la notion de lazy, vous allez voir qu'avec Spark, on va vous dire que, en fait, vous avez la possibilité de faire du lazy processing. Donc, c'est quelque chose genre, en fait, le programme ou bien l'instruction ne va pas s'exécuter directement lorsque, en fait, vous le définissez. Et l'utilité avec ça, on va le voir lorsqu'on va détailler plus Spark. On va voir qu'en fait, cette lazy computation, c'est quelque chose de vraiment très, très important pour optimiser surtout. Maintenant, le lazy, dans ce cas-là aussi, voilà, on l'a toujours. Donc là, on est obligé de mettre le mot-clé lazy devant. Mais dans Spark, en fait, c'est quelque chose d'automatique. C'est Spark qui le gère derrière, en fait. Donc là, si je déclare lazy, ça veut dire que, en fait, ça ne va pas s'exécuter now. Par exemple, si je définis ici, donc je vais prendre la même variable
et je vais dire que c'est 15, par exemple. Si j'exécute, vous allez voir que voilà, ça l'a exécuté automatiquement et vous allez voir que la valeur de full X, c'est 15. Donc, en fait, l'exécution a été faite. Maintenant, si je mets un lazy devant, voilà, ça montre qu'en fait, là, que ça n'a pas été exécuté. Lazy. Et maintenant, si j'appelle en fait cette variable pour dire que je vais avoir le contenu, pour la première fois, ça va exécuter en fait tout ce qui est dans ce bloc. Donc, ça s'exécute une seule fois. Et maintenant, à partir de là, vous allez voir que si j'appelle full X, alors que c'est la même variable, hein, donc là, on a full X. Ça, c'est une variable en fait qui prend tout ça comme valeur. Donc, le print Y est 15. Maintenant, si on le déclare, ça ne s'exécute pas. Tant qu'on n'a pas fait appel à cette variable. Maintenant, la première fois qu'on fera appel à cette variable, il va en fait s'exécuter, mais globalement, quoi. Et si on l'appelle à partir de là, on va voir qu'en fait, il n'y aura que la valeur 15 qui sera en fait octroyée à cette variable. Maintenant, ce qu'il faut savoir par là aussi, c'est que si vous avez plusieurs instructions pour une variable, à chaque fois, c'est la dernière instruction normalement qui va être affectée à cette variable. Donc, toutes les deux ne peuvent pas être affectées. Donc, c'est toujours la dernière. Maintenant, en fait, le but de ça, c'est juste pour vous montrer que si vous l'appelez la première fois, c'est en ce moment-là qu'en fait, l'exécution sera faite. Maintenant, la deuxième fois, une fois que ça a exécuté et que, en fait, full X a maintenant la valeur 15, si vous l'appelez maintenant, je sais pas, une fois après, vous aurez toujours la valeur 15. Donc, l'exécution se fait juste pour la première fois. Et après, voilà, elle se considère comme une variable normale. Mais il faut juste savoir que c'est lazy. Donc, une fois que vous la déclarez, ça ne s'exécute pas tant que vous n'avez pas fait appel à cette variable. Donc, une autre possibilité de déclarer les variables, c'est voilà, de les regrouper sous forme de tuple. Donc là, tu déclares 3 variables en même temps. Et pour cela, il faut les mettre sous cette forme. Donc, à partir de là, on peut accéder à X, à Y et à Z. Bon, je peux vous montrer. Et je peux faire un print ln, peut-être X. Vous allez voir que, voilà, vous avez fal. Si je fais Y, il y aura Ibrahima. Si je fais Z, il y aura 25. Voilà. Maintenant, une manière de combiner ou bien de rendre un peu plus lisible l'output de print, c'est en fait d'utiliser les plus comme moyen de concaténer, quoi. Donc, my name is, je peux faire le print, je peux lancer ça. Donc, my name is Khalil and I'm a computer scientist. Donc, ça, c'est ma profession que j'avais définie un peu plus haut. Voilà, ici. Et le nom et le prénom aussi, je l'avais défini. Donc, on peut faire ça. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, je crois, je l'ai fait un peu plus bas. Mais je peux toujours le montrer ici. Et ça sera utile lorsque voilà, vous voulez avoir des chaînes de caractères qui vont être en fait modifiables suivant les valeurs des variables. Donc là, il faut juste précéder par un S et voilà. Moi, je suis un peu. Anyway, donc ça va être my name is. Maintenant, j'ai fait un dollar prénom. And I am donc là aussi j'ai mes professions. Si je lance, voilà, on a les mêmes outputs. Donc là, ça te permet d'avoir quelque chose de générique. Ça aussi, voilà, moi je l'utilise la plupart du temps parce que des fois tu dois écrire une requête et que voilà, les noms des colonnes, peut-être ça peut changer. Donc tu es obligé de mettre les dollars là pour que, en fait, si demain vous changez les noms des variables, vous n'aurez pas besoin de changer en fait la requête. Donc, ça, quand même, je l'utilise beaucoup. Donc c'est une possibilité aussi de formater en fait les strings. Donc là, c'est pour tester l'égalité des strings. Et comme vous voyez aussi, si on déclare une valeur nulle, en fait, le 0 là, il ne va pas te renvoyer
l'égalité, je veux dire. Ça ne va pas vous renvoyer des erreurs si en fait vous devez aujourd'hui tester un string et une valeur nulle, etc. Donc, c'est type safe, quoi. C'est null safe, comme je l'ai dit ici. Donc, cette égalité, c'est aussi important. Ça vous permet aussi de, voilà, de tester les valeurs. Par exemple, flux 1 et flux 2, voilà, c'est true, puisque c'est les mêmes valeurs. Et voilà, vous allez voir que flux 1 et flux 3, un string et un nul, il va te renvoyer fausse, mais pas une exception, quoi. C'est là où je voulais peut-être. Voilà, maintenant pour les data types, bon, les data types les plus basiques, c'est ces data types. Il y en a d'autres, hein. Bon, Scala, quand même, a vraiment un grand package de types. Mais les plus utilisés, je crois que je les ai listés ici. Voilà, il y a les int. Et il faut aussi savoir que les data types sont toujours précédés par une lettre majuscule. Donc, il y a les int, hein, les entiers que vous connaissez. Il y a les booleans, voilà, qui sont true ou false en minuscule. Donc, il y a les chars aussi qui sont définis de la sorte. Il y a les doubles, il y a les longs, il y a les short et les bytes. Donc, les bytes qui sont quand même les valeurs les plus petites. Ensuite, les short et les int. Les floats aussi, il y en a. Je ne l'ai pas listé ici, mais il y en a. Une Voilà. question, Ibrahima. Oui. Il y a une différence entre le chart et le string? Oui. Oui. En fait, le chat, c'est en fait les caractères, hein. Le string, c'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, Je ne sais d'accord. pas comment je peux. Mais voilà, il faudrait savoir qu'en fait, le cas, c'est pas des. Ça peut être une chaîne, mais plutôt les caractères, quoi. C'est juste des Ok, caractères. c'est bien Voilà. compris. Les strings, c'est quand même beaucoup plus grand. Donc, ça, je vais rendre ça. Là, voilà, c'est pour les opérations que tu peux faire, hein. Je définis juste prod, qui est small number, que j'ai défini ici comme byte, que je multiplie par un nombre assez grand, qui est là en short. Voilà, donc en fait, il y a toutes les opérations que vous avez l'habitude de voir dans les autres langages qui sont aussi disponibles ici. Voilà, donc voilà, c'est le println que je disais tantôt. Là-bas, je vais utiliser un S, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser un F. Donc ça vous renvoie toujours les mêmes outputs. Donc ça, c'est juste en fait pour formater, hein, rendre un peu plus lisible votre code, ou bien votre string que vous voulez peut-être générer comme output. Voilà, là maintenant, c'est les dollars pour si en fait c'est juste une seule valeur. Mais si en fait c'est plusieurs variables, je veux dire, vous êtes contraint d'utiliser les curly brackets, genre les crochets, pour pouvoir soit faire des opérations à l'intérieur, ou bien voilà, lui dire que c'est une liste d'éléments, ou bien si c'est plusieurs variables, voilà. Donc vous êtes obligé de mettre ça sous des crochets. Donc je run ça aussi. Ça, c'est les opérations booléennes. Donc c'est ce que vous avez déjà eu à connaître, hein. Donc il y a juste la négation qui est le point d'exclamation. Il y a le end, le or aussi. Bon, peut-être là, j'aurais dû mettre un or, hein, pour que, voilà, pour que tout le monde puisse avoir tous les cas. Donc là, c'est le or dans ce cas-là. Et le end. Et je crois qu'il y a possibilité aussi de mettre un seul. Et la différence, c'est que si c'est un seul, par exemple, si c'est un seul et, ce qui va se passer, c'est qu'il n'aura pas besoin de tester la deuxième partie si en fait l'output de la première partie est suffisant. Par exemple, si là c'est 4 supérieur à 3, ça c'est vrai, et false. Donc ça normalement c'est false. Voilà. Maintenant, si c'est un seul et qu'il il se rend compte qu'en fait cette partie-là est fausse, il ne va pas exécuter cette partie. Il va directement te dire que c'est un false. Et si c'est les deux et, si c'est les deux E, et du moins, et commercial, il va tester cette partie et cette partie. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser les deux ou bien un seul. Et ça va toujours vous donner les mêmes résultats.
Jusque-là, c'est bon, je crois. Je suis pas trop rapide ou bien moins Non, compréhensible. je C'est bon. pense que c'est bon. Très clair et voilà, pertinent. OK. Maintenant, pour les strings, Moi j'ai une question. Moi, j'ai pas bien compris les histoires de un seul A et de deux A là. voilà. En fait, ce que je disais, c'est que vous savez que, par exemple, si tu veux tester, par exemple, on sait que false et false, ça donne false. Tu es d'accord? Ah ouais, je suis d'accord. Ah, je vais faire comme ça, comme ça. Après, si je vais lancer la code, ça va pas. Tu es d'accord aussi que true ou whatever, je vais l'écrire comme ça. True or false, ça va te donner toujours true. Tu es d'accord? Ah ouais. Oui, je suis d'accord. Voilà. Maintenant, dans ce cas-ci, si je mets un seul et, ce qui va se passer, il va tester la première partie. Et s'il voit qu'en fait cette première partie est fausse, sachant que quelle que soit cette partie, ça va toujours être fausse, il va en fait générer un false. Ouais, C'est bon. ouais, je vois, ouais. Voilà. Et du coup, quand je mets, ça c'est le cas où je mais deux A ou bien un seul A. C'est le cas où tu mets un seul et. En fait, si tu mets un seul et, il va en fait juste faire le test sur la première partie. Et si en fait le Ah, ok, résultat est d'accord. suffisant pour en fait déduire le résultat total, il va directement quitter sans pour autant en fait tester cette deuxième partie. Par exemple, sur un OR, il sait que voilà, si tu as un true or un false et que genre, si tu as un true sur une partie, quelle que soit cette deuxième partie-là, tu auras toujours un trou. Donc, il va juste tester cette première partie. Et s'il voit que c'est trou, il n'aura pas besoin en fait, de tester cette deuxième partie. En fait, c'est juste en fait pour gagner un peu de temps, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut l'appliquer aussi pour le ou bien c'est juste pour le et? C'est pour tous les deux. En fait, tu as Ah, ok, toujours la ok, d'accord. possibilité, Ok, ouais, de ok. mettre un seul, un seul, un seul. C'est clair, c'est clair. Merci. Ouais, voilà. Donc, pour les strings, voilà, j'ai choisi ce mot parce qu'on va juste parcourir quelques fonctions basiques de ce cas-là. Il y en a plusieurs quand même. Et si peut-être vous avez votre compte Databricks qui marche et tout, si vous faites point et que vous appuyez sur Tab, vous allez voir toutes les fonctions possibles que vous pouvez utiliser sur les strings. Mais on n'a pas besoin de tout. Déjà, moi, je connais même pas les 10%. Voilà, donc il y a juste quelques fonctions quand même basiques que vous peut-être allez utiliser la plupart du temps. Mais si vous faites point tab, vous avez toutes les fonctions. Et normalement, si vous choisissez, je sais pas, n'importe lequel, I don't know, reverse, et que vous faites double tap, bon, ça ne donne pas ici, c'est dommage. Mais si vous le faites, par exemple, je peux copier cette même output. Par exemple, dans le shell, tu as la possibilité de lui dire, voilà, je veux voir toutes les fonctions, elle te donne la liste de toutes les fonctions. Et is empty, par exemple, choisis is empty. Voilà, si tu fais double-clic, en fait, il va te donner euh, la signature de la fonction. En fait, tu sais, est-ce que la fonction prend en argument quelque chose ou non, et qu'est-ce que ça renvoie. Donc, cette fonction-là, ça ne prend rien en entrée et ça renvoie un boolean. Bon, maintenant, il n'y a pas de description pour la fonction. Et pour l'avoir, il faut aller voir la documentation. Donc, la documentation n'est pas trop bizarre à lire. Peut-être après, on va la parcourir. Maintenant, pour les fonctions basiques, voilà, ce dont j'ai choisi, c'est déjà la possibilité d'accéder à un élément de ce string. Par exemple, en ce qui posait la question, c'est quoi la différence entre string et carte, vous allez voir que ça, c'est un string, c'est plusieurs cartes. Mais si, en fait, j'indexe juste sur un seul élément, il va te dire que voilà, cet élément est de type caractère. Donc, en fait, un string est, disons, un ensemble de caractères. On peut, je sais pas, essayer de la comprendre ici. Voilà, donc là, c'est pour accéder aux éléments. 0, c'est pour dire je veux accéder au premier élément et il va me renvoyer le A qui est là.
Donc, il y a la fonction capitalize qui est différente de uppercase, bien sûr. Capitalize, il va juste mettre la première lettre en fait en majuscule. Et uppercase, ce sera sur toute le string. Donc, on a aussi cette fonction slice que vous pouvez voir dans Python et n'importe quel langage que vous utilisez pour juste prendre en fait le 0e élément jusqu'au 3e élément. Il faut savoir que voilà, on compte à partir de 0. Voilà, donc là, il va prendre 0, 1, 2, 3. Il ne va pas prendre le 5e élément quoi, si on commence à compter par 1. Donc, on a reverse aussi qui permet voilà, de nous donner cet effet mirror ou bien miroir de ce string. Voilà, il y a contents qui va te comptabiliser, non, qui va tester, je veux dire, désolé, est-ce qu'en fait, cet caractère est dans le string. Voilà, je crois que c'est là, c'est boolean true. Voilà, ça te dit si ce caractère est contenu dans. Maintenant, ça, voilà, même dans les listes, après, on va voir que c'est une fonction aussi qui existe dans les listes. Hein. Donc, pour tester si un élément est dans une liste, voilà, dans Python, vous avez l'habitude d'utiliser int, mais là, on va utiliser contents. Donc, il y a count qui peut ressembler à compter le nombre d'éléments du string, mais ce n'est pas le cas. Là, le count, il va prendre en entrée une fonction. Voilà, maintenant, cette fonction ici, bon, je vais l'expliquer après. C'est dommage que je l'ai mis ici. Voilà, mais voilà, ce n'était pas pour vous embrouiller. Donc, ça va dire, je veux que tu me comptes tous les éléments qui sont dans cette chaîne et qui sont égaux à E. Bon, ça te permet en fait de compter le nombre d'occurrences de E. C'est juste ce que ça veut dire. Maintenant, c'est une fonction que tu vas mettre ici. Voilà, tu peux le customiser, voilà, et mettre tout ce que tu veux. Voilà, mais en fait, là, c'est juste pour lui dire je veux le nombre d'occurrences de E. Et il va me donner que c'est 3. Une autre fonction assez importante est toList. Donc, transformer un string en toList. Donc, on a aussi cette possibilité. L'autre chose, c'est la concaténation. Donc, on peut utiliser concat pour concaténer un mot avec le mot. Et replace également. Donc, j'avais défini suffixe. J'avais défini suffixe qui est là. C'était le slice 04. Bon, désolé, hein, il y a un élément perturbateur qui est là. Ah non, il n'y a pas de souci. Hein. Aujourd'hui, bon, on est le week-end, donc c'est normal. Ah ouais, c'est un peu compliqué, tu comprends. Voilà, sinon, voilà, il y a le replace aussi qui va remplacer cette occurrence qui est là en vide. Donc, le suffixe, ici, c'était anti. Et si je le remplace par nul, voilà, ça va devenir constitutionnellement. Pour dire que voilà, il a remplacé par vide. Voilà, maintenant, il y a aussi une fonction split. Il y a la fonction split qui permet aussi de splitter. Et là, tu lui donnes juste en fait l'élément sur lequel il doit expliquer. Ça aussi, on l'utilise d'habitude hein, parce que voilà, surtout pourquoi j'ai pris cet exemple, c'est qu'en fait, nous, on travaille beaucoup avec les dates. Donc, si on parle de données, on parle de dates. Voilà, et on est sur cette structure. Donc, d'habitude, on a besoin juste de récupérer l'année pour le mois ou le jour. Et pour pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, changer le contenu d'un string. Pour changer le contenu d'un string, bon, désolé. Bon, est-ce que, bon, je sais pas. Amsa, peut-être, fais-moi accorder une minute là, que je me débarrasse de cet élément-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Désolé, Bon, je pense qu'on a déjà eu des contributions sur le chat de la part de Elias. Voilà, donc Elias, voilà, feel free to
de prendre un peu le relais, de revenir peut-être si nécessaire sur certains compléments que voilà, tu veux partager avec nous. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, je suis là aujourd'hui en mode apprenti. Hein. Je ne connais pas beaucoup de choses sur la partie Big Data. Ibrahim le sait, c'est lui mon mentor. Je suis venu vraiment pour apprendre. Donc voilà, je vais juste le laisser continuer. Ok, merci beaucoup, Elias. Désolé, hein, je suis vraiment désolé pour cet incident-là. Ah, ok, non, il n'y a pas de souci. Bonjour, Hein. Elias. Ravi de savoir que tu es là. Ibrahim, laisse la petite participer. Elle fait partie de la communauté. Non, elle va juste déranger. Voilà, l'autre chose que je disais, c'est qu'en fait, on n'a pas la possibilité de changer le contenu d'un string. Donc, les strings sont immuables. Donc, on n'a pas, en fait, que tu le définis. Voilà, si tu le définis le mot le plus long, je le définis un peu en haut. Voilà, j'ai voulu changer le A en U. Et voilà, c'est sur quoi vous allez tomber, en fait. Value update is not a member of string. Voilà, maintenant, la question que je me posais quand même, c'est, je ne sais pas si je l'ai une fois testé ou pas, parce que là, je l'ai défini en val, mais je crois que même avec un var, vous n'aurez pas la possibilité de changer le contenu. Peut-être la variable dans sa totalité, mais pas en fait un caractère dans le string. Voilà. Donc, même avec un var, tu ne peux pas en fait modifier. Maintenant, avec un var, ce que tu peux faire, voilà, c'est comme j'avais dit, hein, tu peux modifier en fait la variable dans sa totalité et lui dire, je sais pas, le mot le plus court, je ne le connais pas, mais disons quelque chose comme ça. Et normalement, voilà, ça doit le faire. Mais le string, que ce soit var ou val, on n'a pas la possibilité de modifier en fait les caractères. Maintenant, on va passer aux collections. En fait, je vais aller un peu plus vite là parce que je crois que le but, c'est plutôt Spark au lieu de Scala. Mais en fait, c'est des petites choses que vous devez savoir. Maintenant, s'il y a des choses que je juge peut-être pas nécessaires du tout, je vais essayer de les sauter après, lorsque vous allez parcourir le notebook. Voilà, là, vous pourriez quand même. Voilà. Oui, je pense que bon, on a déjà appris beaucoup de choses, hein, et chacun d'entre nous, je pense bien, fait des parallélismes avec le langage qu'il connaît. Donc, Exactement. voilà, peut-être on peut ne pas aller trop en détail. Ceux qui font Python, déjà, ils voient des similarités. Ceux qui font du R aussi, il y a des similarités. Voilà, n'hésitez pas si tu veux aussi aller trop loin, très rapidement, il n'y a pas de Ok, souci, hein, je pense bien. ok. Ouais. Parce que je vais devoir passer peut-être aux fonctions, mais voilà, les fonctions, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, je vais juste parler peut-être d'une des collections, tout en cherchant que, voilà, les collections presque tous, voilà, se comportent de la même manière, à quelques exceptions près. Mais voilà, il faudrait juste peut-être connaître les listes ou bien les arrays pour en fait pouvoir déduire la manière d'utiliser les autres collections. Donc, on va peut-être partir sur les listes et après, je vais partir sur peut-être les boucles que je ne vais pas utiliser. Donc, je ne crois pas mieux. Peut-être directement aller aux fonctions, après on va voir. Sinon, pour les collections, voilà, pour les listes, c'est comme ça qu'on définit une liste. Voilà, et c'est comme ça aussi qu'on va définir, donc je vais le faire directement là. Parce qu'en fait, pour les collections, il y en a plusieurs. Hein. Il y a liste, il y a les sets, qui sont euh, comme les ensembles en mathématiques. Hein. Vous allez voir qu'il y a des fonctions même mathématiques qu'on peut appliquer sur ces sets. Donc, il y a aussi des tuples, il y a, il y a aussi les arrays, il y a les maps, les dictionnaires. Donc, toutes ces collections, je les ai définies un peu plus bas. Mais voilà, on va juste se limiter aux listes pour gagner un peu plus de temps. Maintenant, pour les définir tous, c'est toujours comme ça. Tu mets en fait le mot-clé et après tu mets le contenu. Donc là, on veut
une liste de strings. Et comme j'avais dit, hein, ça aussi, c'est toujours optionnel. Voilà, parce que Scala, automatiquement, il va savoir que ça, c'est une liste de strings. Maintenant, okay, vous allez peut-être me poser la question à savoir, est-ce qu'on peut mettre des int là-dedans, mélanger le tout? Non, ça, vous ne pouvez pas. Contrairement à Python, je crois que c'est possible là-bas, mais ici, ce n'est pas possible. Ici, déjà, le fait même de voir ça, voilà, ça signifie directement qu'on ne peut pas en fait mettre autre que des strings dans cette liste. Voilà. Maintenant, pour accéder aux éléments, soit on utilise la fonction apply, c'est un choix, ou bien on met juste les brackets et on met en fait l'index dont on veut. Voilà. Donc ça, c'est pour accéder à ces éléments. Et pour le slicing, voilà, on a toutes ces possibilités. Donc, il y a le slice qu'on avait vu sur les strings, donc qui permet de récupérer du deuxième au quatrième élément, le quatrième exclu. Donc, ça va prendre le 2 et le troisième élément. Voilà. Il y a take write. Take write tree, ça veut dire que, comme son nom l'indique, donc il va prendre les éléments à partir du troisième. Si vous voyez la liste là, c'est pomme, banane, goyave, banane, etc. Donc, si je fais take write, il va juste prendre, en fait, il va exclure ces trois premiers, prendre à partir du 3, bien sûr, les éléments qui sont à droite. Il y a aussi take two, ça va prendre les deux premiers éléments. Take while, maintenant, là, c'est voilà, pour, en fait, prendre les éléments, mais par rapport à une condition. Bon, bien, disons que tant qu'une condition est vérifiée, il va prendre les éléments. Maintenant, si cette condition n'est plus vérifiée, il va arrêter de prendre les éléments. Et pour un exemple, j'ai eu l'idée de prendre les éléments tant que la taille des éléments est supérieure ou égale à 5. Donc, tant qu'il voit que les éléments ont une taille supérieure ou égale à 5, il va les prendre. Là, on a 5. Pomme, banane, c'est plus de 5. Goyave, c'est plus de 5. Frère, c'est plus de 5. Pamplemousse, c'est plus de 5. C'est dommage que je n'avais pas mis. Disons que j'avais mis je sais pas, un fruit kaki, par exemple. Je l'ai déjà mis là, mais je crois que je ne l'avais pas lancé. Ou bien je le laisse là. Donc, si j'avais mis ça, par exemple, il y a kaki et que je lui dis, voilà, tu prends tous les éléments tant que, voilà, ils ont une taille supérieure ou égale à 5. Voilà, vous allez voir que maintenant, il prend tous les éléments, mais arrivé à kaki, voilà, il s'arrête. Il ne prend pas kaki et il ne prend pas tous les autres éléments qui sont voilà, après kaki. Donc, c'est la même chose ici. Donc, filter, c'est pour filtrer avec une condition. On récupère juste les éléments qui ont une taille supérieure à 6. Et il n'y a que Pamplemousse. Donc, il va travailler. Là, c'est ajouter un élément à une liste. Donc, si on va ajouter un élément, ça, c'est prepend. Donc, il y a le plus et la liste. Et là, c'est append. Il y a la liste et il y a l'élément. Donc, il va mettre un ananas devant. Et là, il met le pastèque derrière, comme vous voyez là. Donc, c'est le append et le prepend. Voilà, il y a aussi la fonction content qu'on avait vu avec les strings pour tester si goyave est dans la liste des fruits. Donc, il y a la fonction length aussi que vous allez vraiment beaucoup utiliser si vous faites du Spark Scala. Il y a toujours aussi cette fonction count qui va te compter le nombre de bananes dans la liste. Mais ça aussi, il faut toujours mettre une fonction ici. C'est ça la règle. Voilà, il y a la fonction reverse pour commencer de la fin vers le début. Et ici, c'est pour merger en fait deux listes. Vous allez voir qu'il y a des caractères qui sont un peu différents. Donc là, si tu veux merger deux listes, ce sont soit cet caractère ou bien cet caractère que tu utilises. Donc là, c'était pour ordonner. Donc, il y a différentes fonctions hein, pour ordonner. Donc, il y a sorted quand même qui est la fonction basique que vous allez voir dans tous les autres langages. Donc là, c'est sort quoi, comme vous l'entendez. Et vous allez voir qu'il y a banane, banane, etc. jusqu'à la fin. Maintenant, là, on va sortir, mais par rapport à la taille.
Donc, il va sortir ascendamment avec les valeurs qui ont des tailles beaucoup plus petites, etc. jusqu'à la valeur beaucoup plus grande. Donc, le sort by, c'est en fait pour mettre une condition, quoi. Voilà. Maintenant, là, tu dis sorte tous les éléments par rapport au troisième caractère de chaque string. Et vous allez voir que costumes, par exemple, là, vous allez voir 1, 2, 0, 1, 2, 3. Il y a des A, K, L, M, etc. Donc, il va en fait faire le tri par rapport au troisième caractère des strings, pas en fait au niveau des premiers caractères des strings. Maintenant, le sort with aussi, c'est presque la même chose que sort by. Là aussi, c'est en fait une condition qu'elle prend en entrée. Et ce qu'elle fait, la fonction, c'est en fait, elle prend deux entrées, x et y, et elle teste si x contient k. En fait, là, ce qui nous oblige à mettre le tube, parce que vous allez voir qu'on n'a pas utilisé y ici, c'est qu'en fait, c'est la signature, quoi. Donc, on est obligé d'utiliser un tube comme entrée de la fonction, et après, on écrit notre fonction comme on veut. Voilà. Maintenant, nous, on sort par rapport au contenu. Donc, tous les éléments qui contiennent des cas vont être devant, et ceux qui n'en contiennent pas vont être derrière. Et c'est pourquoi K qui est là comme le premier élément. Donc, pour supprimer aussi, on a également toutes ces fonctions. Déjà, on peut supprimer en filtrant. On peut faire un drop. Ça, c'est quand même la fonction basique. Donc, tu dis drop, et tu lui donnes l'index et il va supprimer l'élément correspondant à cet index. Bon, les autres, après, vous pouvez dire, je vais gagner un peu plus de temps. Mais voilà, c'est juste, en fait, tu enlèves, suivant des conditions, ou bien tu enlèves juste des éléments à partir de l'index bien donné. Voilà, changer une variable. Les listes aussi sont humiliables. Voilà, vous allez voir qu'il y a cet aspect de vouloir vraiment mettre l'accent sur en fait, cette capacité à ne pas pouvoir modifier les éléments. Le pourquoi est assez simple. Comme j'ai dit, hein, si on travaille avec en fait, cette paradigme de functional programming, on a tendance à vouloir n'utiliser que des fonctions et des variables qui ne vont pas changer, qui sont humiliables en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle Scala incorpore ça en lui, quoi. Voilà. Maintenant, pour les arrays, la seule différence avec les listes, c'est qu'en fait, les arrays... Moi, j'ai une question, M. Oui, Fall. oui. Sur les fonctions que tu nous as présentées là, sur les listes, on est d'accord que ces fonctions-là, elles nous retournent tous des listes, c'est ça? Par exemple, là, quand Oui, tu fais ton free pour un filter. Du coup, exactement. alors moi, j'ai un peu raté le début de la formation. Pourquoi en fait, par exemple, là, pour ton free.filter, à la ligne 6, euh, en fait, est-ce que drop big fruits, est-ce que ça, c'est une liste ou bien c'est, enfin, pourquoi tu as mis val du coup, pourquoi tu n'as pas mis liste comme type au lieu de val? Oui, Pourquoi j'ai pas mis liste? oui, comme type de drop big fruits. Ah, ok. Ouais. Oui, en fait, je pouvais mettre type. Bon, vous allez voir que normalement, le type, je dois le mettre là. Ah, Oui, d'accord. juste pour préciser, hein, Youssou nous a rejoint voilà, en Ouais, cours de route. Il a raté Ok. tout le début. ouais, exactement, ouais. Là où tu expliquais Val et Var. Ok, Ah, ok, d'accord. ok, Voilà. je comprends. En fait, dans ce cas-là, tu n'as pas toujours besoin de mettre le type. Donc, très naturellement, Scala, en interne, elle sait exactement en fait, le type de ton output. En fait, il sait exactement que ça, c'est du type list. Et dès que tu déclares une variable et que tu lui donnes cette valeur, donc lui, automatiquement, tu vas voir qu'il va te mettre ici que drop fruit est de type list string. Donc, automatiquement, Ok. il le sait. Ouais, ouais, d'accord. Ok, ok, je vois. C'est ok. Donc c'est pas, en fait, c'est un langage qui est mi-typé quoi. On n'est pas censé forcément mettre le type. Exactement, D'accord. tu n'es pas obligé de le mettre, ouais. Je vois. D'accord. Merci. Ok. Maintenant, pour les arrays, je disais que la différence avec les listes, c'est que les arrays, quand même, sont humiliables. Donc, cette ligne-là, si je le fais avec les arrays, je crois que je l'ai fait un peu en bas.
ça va passer. Ça ne va pas en fait te renvoyer cette erreur. Maintenant, voilà, les fonctions sont quasiment presque les mêmes, raison pour laquelle je n'ai même pas trop développé. Vous allez voir que j'ai juste déclaré edges. Voilà, edges, c'est en fait un array de int contenant des âges. Maintenant, j'ai voulu changer ce premier élément 15 en 90. Voilà, et ça a passé. Donc, si je lance, je vais voir qu'en fait, 15 va maintenant devenir 90. Et ça, je ne pouvais pas le faire avec les listes. Mais avec les arrays, tu peux le faire. Voilà, maintenant, c'est un choix. Hein, tu peux soit utiliser les arrays. Les options, voilà, peut-être brièvement, c'est quand même un type, peut-être que, je sais pas, j'ai pas trop creusé Python, mais je ne crois pas que je l'ai rencontré. Mais c'est un type assez important qui permet quand même beaucoup de s'en passer de quelques exceptions ou bien des valeurs nulles, etc. Donc, option, si tu déclares une variable option et le type, ça veut dire qu'en fait, cet élément ne peut prendre que deux valeurs. Soit c'est un somme, par exemple, ou bien c'est un none. Voilà, maintenant, ça, bon, peut-être le use cases, parce que nous, on l'utilise, par exemple, lorsqu'on veut passer un dizaine, parce que, par exemple, il nous arrive, par exemple, dans les projets dans lesquels nous travaillons, d'avoir un dizaine qui te permet de calculer différents KPI. Bon, ça va être un peu bizarre pour vous, mais en fait, le dizaine en une classe Scala, des fois, il y a en fait des arguments, bien des éléments de, disons, du dizaine que tu ne veux pas en fait passer dans la classe. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une seule dizaine, mais on récupère tous les éléments et on les partage dans différentes classes. Par exemple, dans ce dizaine, il y a 3 éléments qui doivent aller dans la classe A et par exemple, 3 derniers éléments vont aller dans la classe B, etc. Maintenant, si tu passes sans, par exemple, cette option somme, tu seras obligé de mettre exactement le même nombre de champs de ton dizaine dans la classe. Tu seras obligé. Maintenant, si tu définis les valeurs ou bien les éléments de ta classe en somme, ou bien en option, je veux dire, ça te permettrait en fait, une fois que tu passes, même s'il y a des éléments qui sont dans le dizaine et qui ne sont pas dans la classe, ça va pas te renvoyer des exceptions. Ça va pas être facile à expliquer. Non, 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 Mais voilà, c'est bien, c'est voilà. encore plus Mais quand même, scientifique que ça. ça te permet en fait de ne pas en fait avoir beaucoup d'exceptions ou bien d'avoir des valeurs nulles des fois. Et c'est ce qu'on a ici. Là, j'ai essayé de déclarer mon nom en option. Donc, c'est un somme-file. Et cela fait que aujourd'hui, je peux extraire cette valeur. Hein. Donc, c'est un somme-file, mais il y a toujours une fonction voilà, qui est là, get or else. Donc, tu peux soit get le nom qui va te renvoyer un string file que tu vas manipuler comme string et tu lui mets, ou bien or else, tu lui mets quelque chose d'autre. Pour lui dire que voilà, si tu ne trouves pas file, ou bien si peut-être ce que tu as, c'est un nul, ou si tu as ce que tu trouves, voilà, ça te renvoie une exception. Voilà, à la place, tu vas me mettre cette valeur par défaut. Et voilà, avec ça, voilà, tu récupères à chaque fois la variable avec le type que tu veux, sans pour autant voilà, générer des nuls ou bien des erreurs ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça son utilité. Et je crois que voilà, il y a une fonction qui a Moi, j'ai été. une question. Moi, j'ai une question, Oui, Paul. oui, Ici, là, ta ligne 3, là, oui. du coup, Ici. ouais, du coup, si tu mets, enfin, si tu mets une chaîne vide dans ton SAM, il te pète pas une exception quand même, j'espère. Là, Oui, enfin, c'est ça l'utilité du OS. Parce que là, tu lui dis, si tu ne trouves pas ouais. la valeur, ou bien si tu ne parviens pas à passer cette valeur, option, tu me renvoies en fait, cette variable. Voilà. Maintenant, si tu le get, là, tu lui forces, s'il ne retrouve pas cette valeur, là, voilà, tu as un problème. Donc, C'est en fait, exactement ce que tu viens de dire. ouais, donc pour ce cas-là, il faut gérer le cas où il a un truc vide, quoi, ou nul dans non option.
Ouais, en fait, c'est la raison pour laquelle maintenant c'est recommandé d'utiliser ça. Sinon, Ouais, justement, parmi ouais. les fonctions, voilà, tu vas voir qu'il y a, par exemple, ces fonctions-là qui existent. Par exemple, isEmpty. C'est des Hmm. fonctions en fait, que tu peux utiliser soit pour tester avant de pouvoir passer à l'étape suivante. D'accord, c'est clair. Voilà. Ça, c'est une fonction et ça va être un peu compliqué. Mieux vaut que j'étende la partie fonction pour pouvoir parcourir ça. Donc, les sets aussi, c'est toujours en fait des collections, mais ça, c'est plutôt mathématicien. Voilà, vous allez voir qu'il y a toujours ces mêmes fonctions-là, contain et apply, qui sont toujours là. Mais au-delà de ça, il y a les fonctions intersect, diff, subset, subset off. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sets, il n'y a pas de doublon. Dans les arrays et les listes, vous pouvez avoir des doublons, vous pouvez déclarer banane 2 fois, par exemple. Mais dans les sets, vous pouvez pas avoir de doublons. Donc, c'est la raison pour laquelle les sets aussi, vous allez peut-être beaucoup les utiliser pour dédoublonner soit des chaînes ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez dédoublonner, quand même, c'est la meilleure des collections à utiliser. Donc, ça, c'est ça. Les tuples aussi sont assez intéressants. Voilà, maintenant, pour la déclaration, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il ne suffit pas juste de mettre tuple, mais voilà, il faut mettre soit tuple de 1, 2, 3, 4, etc. Donc, il y a différentes tailles. J'ai plus en tête en fait le nombre maximal. Mais normalement, si je fais peut-être je fais ça, je vais pas faire tuple. On va voir en fait le nombre maximal de tuples, voilà. Heureusement, je peux pas voir. Mais voilà, le maximal, c'est ça. Donc, il y en a 9. Donc, tuple 9, ça veut dire que tu peux mettre 9 éléments là-dedans. Et ça, c'est le maximum. Tu peux pas dépasser. Maintenant, les tuples, voilà, contrairement aux listes ou bien aux arrays ou bien aux sets, là, voilà, tu peux mettre tous les types que tu. Voilà, là, par exemple, j'ai des strings avec des int, mais voilà, à les spécifier lors de la déclaration des int et des strings en même temps, et après les manipuler. Pour l'accès, c'est différent des autres. Là, tu seras obligé d'utiliser ces fonctions. L'underscore, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième élément. Donc, ça, c'est pour accéder aux. Donc, cette fonction, c'est pour avoir la taille. Non, pour les maps, c'est comme les maps dans Python. Hein. Donc, il y a toujours le mot-clé map pour les définir. Il y a la clé, la flèche et la valeur. Et tu mets tout ce que tu veux à cette syntaxe. Soit tu lui dis que voilà, j'ai un map de où les clés sont les strings et les valeurs sont les int, bien les clés sont les int et les valeurs sont les strings. Après, tu définis. Après ça, je sais pas, tu manipules avec tes fonctions. Et là aussi, voilà, il y a toujours cette possibilité voilà, d'utiliser soit get ou bien get or else. Donc, get name, s'il n'y a pas de name, ça va te renvoyer une erreur. Voilà. Mais si tu lui dis get or else, là, s'il n'y a pas en fait de clé correspondante, il va te. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler, on dirait. OK. Pour les boucles, bon, ça peut aller vite hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Déjà, c'est trop court. Voilà, là, le syntaxe, c'est juste, tu mets if, tu ouvres les parenthèses, tu mets la condition, tu ouvres les brackets, et tu mets l'instruction. Else aussi, tu ouvres les brackets et tu mets l'instruction. Comme tous les autres langages. Hein. Je crois que vous pouvez, comme Amso disait, voilà, par rapport aux autres langages, vous retrouvez très facilement. Maintenant, avec le if else aussi, tu as la possibilité de déclarer une variable. Et ça aussi, c'est très utile. Et lui dire, voilà, et en fait, mettre ton if else ou whatever à l'intérieur. Et dans ce cas, ce qui sera renvoyé par rapport à cette instruction, c'est ce qui sera la valeur de cette variable. Donc ça, par exemple, moi, je l'utilise dans la plupart du temps pour, par exemple, si j'ai, disons, un KPI que je dois calculer
d'une manière journalière, d'une manière et d'une manière mensuelle. Ce que je fais, par exemple, tous ces 3 KPI, ils ne vont pas être sur la même table parce que ce n'est pas les mêmes structures. Donc, par exemple, je vais déclarer une et je vais lui dire, si en fait, les KPI, c'est de période journalière, alors tu me renvoies cette nom de table. Si c'est hebdomadaire, tu me renvoies cette nom de table. Si c'est monthly, mensuel, tu me renvoies cette nom de table. Donc, ça aussi, c'est utile pour la plupart du temps. Oui, j'ai une question là-dessus. Oui. Du coup, ici, en fait, il y a un truc, enfin, je vois une petite subtilité. Oui. Du coup, ici, est-ce que je peux mettre des valeurs de types différents dans le cas où c'est tout et dans le cas où c'est dans le else, quoi. Parce que là, par exemple, ma variable simple if else, parce que là, en fait, là, dans tous les 2 cas, il va prendre un string. On est d'accord? Il Que va ce soit, pas? je dis là, dans tous les 2 cas, il va prendre un string à la fin. Que ce soit le Oui. homme ou bien le femme. Du coup, est-ce qu'il peut y arriver qu'on ait des types différents dans le if et dans le else? Des types qui seront renvoyés, quoi. Le type des éléments renvoyés, c'est ce que tu veux dire. Enfin, oui, par exemple, est-ce qu'au lieu de mettre homme là, parce qu'au lieu de lui donner une chaîne de caractères, est-ce que tu peux lui donner un autre type, je sais pas, un number ou bien quelque chose d'autre? Quoi? Oui. Ça va te renvoyer une erreur parce que bon, Ouais. on peut tester, hein, parce que déjà, il faut que Ouais. cette variable va avoir 2 types en même temps. Oui, mais ici, ouais, je me disais, parce que je me disais, comme c'est un if et un else, dans tous les cas, il Que va des choisir fois, entre les deux. OK. Oui, Bon, on on peut peut tester. tester Je ça pense pour que ça voir. peut nous pas renvoyer une erreur, hein. Ah, OK, ouais, effectivement. Parce En que c'est fait, dans la ce qu'il a définition, quoi. fait, Mhm. ouais, en fait, ce qu'il a fait, c'est que tu vois, par exemple, si je vais laisser ici un, tu vas voir que le type de simple S, ça va être un string. Un string, exactement. Maintenant, lui, ce qu'il fait, voilà, c'est qu'il va le convertir en any. Voilà, maintenant, comme je disais, hein, en fait, il y a beaucoup de types dans ce cas-là. Any, en fait, c'est un des types supérieurs. En fait, il est D'accord, supérieur à tous d'accord. les autres types. OK. Donc, voilà. Donc, s'il dit any, ça veut dire que ça peut être n'importe quoi. Donc, il faut mettre un string. Effectivement, tu as raison. Donc, Ben, c'est cool, ça, voilà, c'est cool. jusque maintenant, le type de simple if s, ça va être Ouais. différent et voilà, il faudra faire un peu attention avec ça. Donc, Peut-être- donc, donc là, en Oui, fait, si j'ai compris, donc là, en fait, on ne peut pas typer cette variable-là. Sinon, en fait, ça va cracher tout simplement. Si on type cette variable-là, par exemple, si on dit que c'est un string, par exemple, et que il tombe sur 1, ben, qu'est-ce qu'il va nous dire dans ce cas? Ouais. on va tester pour voir. Ah, Voilà, ça va yes. être Ouais, mismatch. mismatch, ouais, c'est clair, c'est Ouais, clair. ouais. Ouais, Donc d'accord. là, c'est lorsqu'on le force à un type Ouais. que ça va être un peu. D'accord, d'accord. Mais c'est cool, ça. Ouais, quand même, voilà, c'est ce cas-là, hein, il faut aller la prendre, mon gars. Les. Euh, voilà, maintenant pour les boucles forts aussi, c'est comme tous les autres boucles, hein. Voilà, là c'est notre int de Python. Donc là, on lui dit pour i allant de 1 à 100. Bon, là, j'ai mis un by tout pour dire le pas, mais ça, c'est optionnel. Si c'est optionnel, ça veut dire que c'est by 1. Voilà, donc c'est ça le syntaxe en fait pour le boucle for. Maintenant, l'autre aspect qui est assez intéressant avec ce cas-là, c'est que tu peux mettre des if dans cette partie-là, avant même d'entrer dans le boucle for. Je peux lui dire, voilà, je ne veux pas courir 1 et 100, mais voilà, je veux juste prendre les variables, les valeurs qui sont paires et aussi, voilà, les valeurs qui contiennent 7. Et pour cela, il va juste renvoyer ça. Donc ça aussi, c'est assez cool. Voilà, et ça permet quand même de s'en passer de beaucoup de choses. Il y a aussi la possibilité d'utiliser yield. Donc yield, ça veut dire en fait que les résultats de ce boucle for, il va les garder dans cette variable. Voilà, là, par exemple, j'ai fait un print pour juste, en fait, que vous voyez ces variables, ces valeurs. Mais là, voilà, il va garder en fait le résultat du boucle dans cette variable. Et là, vous allez voir qu'il l'a sauvegardé dans une variable index sec
Voilà, mais il faut juste prendre ça comme, en fait, un iterable. Donc, cette variable-là, on peut appliquer toutes les fonctions qu'on peut appliquer, par exemple, sur une liste, que ce soit un for each. Tu peux même le caster, et pour ça, on peut même tester. Hein. On peut même le caster. Voilà, on peut voir les fonctions que l'on a. Voilà, si tu fais un tout, tu vas voir que voilà, il y a toutes ces fonctions qu'on peut utiliser pour le caster. Voilà, il y a list, il y a map, il y a set, il y a sec, etc. Donc, on peut caster cette variable ou bien appliquer les fonctions des connexions. Le while aussi, c'est le même principe. Hein. Voilà, la différence avec for, vous le connaissez tous. Voilà, mais c'est toujours les mêmes outputs. Do while également, c'est la même chose. Juste que là, on débute par un do et on termine avec un while. Et là, c'est tout à fait le contraire. Et là, voilà, ces instructions vont être exécutées au moins une fois, alors que dans ce cas-ci, tant que cette condition n'est pas vérifiée, les instructions ne vont pas être exécutées. Je crois que c'est la différence entre les deux. Maintenant, le pattern matching, voilà, je crois que c'est la dernière partie. Voilà, là, c'est les cases hein, voilà, que vous avez l'habitude de voir aussi. Ça existe aussi dans ce cas-là. Et c'est ça le syntaxe. Donc, tu as ta variable que tu fais suivre avec un match et tu ouvres en fait les crochets pour mettre les valeurs que tu veux. Maintenant, le case, ça veut dire que si âge est égal à 18, tu as aussi la possibilité de faire des conditions pour dire toutes les variables qui sont inférieures à 18. Ouais, genre, si âge a une variable qui est inférieure à 18, je veux dire, tu peux avoir aussi un ou pour dire si cette variable-là, c'est soit égal à ça ou bien c'est égal à ça. Et notre default, c'est en fait l'underscore. Donc, je crois, peut-être qu'il y en a d'autres possibilités, mais voilà, c'est ces possibilités que je connais. Ok, il y a une question dans le chat de Ouais. Dame Savare. Il dit, est-ce qu'on peut avoir un if-else avec la boucle for? Un if-else avec la boucle for. À l'intérieur de la boucle, si tu veux dire, feel free to désactiver microbi, comme ça, voilà. Ok, il veut dire là. Non, je crois pas. Je crois pas que c'est tu peux là. avoir. Je crois pas que tu peux avoir. En fait, Maintenant, je ça, ne sais pas s'il veut dire à l'intérieur de la boucle ou bien au niveau de la condition. Oui, c'est au niveau de la condition, à l'extérieur. à l'extérieur, Là ici. où il y a if, oui. Non. À l'extérieur, for, là où il y a if là. If i Ok, point. là. Non, à droite, oui. Ouais, c'est ce que je disais. En fait, là, je crois pas que tu peux avoir. Parce que le S, là, il faut déjà savoir que c'est pour, en fait, renvoyer des valeurs si, en fait, une condition if n'est pas satisfaite. Mais Exactement. là, ce qu'on veut, c'est en fait filtrer. Parce que vous allez voir qu'on ne va pas te dire que if ça, tu renvoies quelque chose ou quelque chose comme ça. Non. Là, on va juste te dire qu'il faut juste prendre les valeurs. On filtre, en fait, avec les valeurs paires ou bien les valeurs qui contiennent 7. En fait, il n'y a pas possibilité de dire que if ça, par exemple, tu me renvoies i de quelque chose, peut-être là, peut-être j'aurais pensé. Mais bon, peut-être ça existe aussi, hein, mais je ne crois pas, parce que ce ne serait pas vraiment pertinent. Quoi. Mais peut-être tu peux creuser pour voir, mais je ne crois pas que ça existe. Le if là, c'est juste en fait pour filtrer D'accord. par rapport à ces conditions-là. Donc, tu peux en fait mettre plusieurs if autant que tu veux, mais séparés par des points de virgule. Et ce sera en fait des end. Ok, je vois. J'ai une question concernant ce if-là. Est-ce que c'est seulement la condition if qu'on peut mettre dedans ou bien aussi les while, les case peuvent aussi entrer là-bas? Non, c'est juste les if. Seulement les if. Seulement les if, ouais. Voilà, le pattern matching, c'est ce que je disais. Voilà, pour le pattern matching, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc, tu peux utiliser les cases si tu as en fait plusieurs cas à prendre en compte. Ça aussi, voilà, c'est bien quand même que j'ai fait le lien avec peut-être les use cases avec lesquels je travaille, ou bien la plupart du temps, ce que j'ai fait. Dans la plupart des cas, ce qu'on fait, c'est que si aujourd'hui on a un seul programme qui doit calculer plusieurs KPI, nous, ce qu'on fait, c'est que voilà, on va peut-être déclarer une variable qui s'appelle KPI, après on va le matcher avec tous les KPI qu'on doit calculer. Et on lui dit, en fait, si c'est le KPI 1,
Et là, on lui donne en fait la fonction qu'il doit exécuter, etc. Donc, le use case aussi, c'est dans ce sens qu'on l'utilise. Mais vous pouvez aussi l'utiliser dans d'autres use cases. Je crois qu'on a fini avec cette partie basics. Donc, il y a juste cette partie fonction que je ne vais pas tout dire. Peut-être je vais juste vous donner le syntaxe de base. Et le syntaxe de base, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tu définis le nom, tu mets les arguments, tu mets le type d'output de la fonction et tu mets le body. Et comme en guise d'exemple, voilà, il y a en fait cette fonction def sum int que j'ai déclaré qui prend deux éléments x et y avec leur type et qui renvoie un élément de type int. Et à l'intérieur, voilà, je lui dis que tu fais le somme de x plus y et tu me renvoies somme. Donc, c'est comme ça que je l'ai défini. Et ça, c'est la définition basique, quoi. Donc, toutes les fonctions doivent au moins répondre à ce critère. Les fonctions normales, bien sûr. Ça dit des erreurs. Je vais lancer ça pour moi. Alors, not found value, some int. Some ints. Voilà, là, la somme de 3 et 8, ça donne ça. Maintenant, l'autre possibilité que vous avez, c'est que les retours de ces détails-là, vous pouvez ne pas les mettre. Vous pouvez directement lui dire, voilà, tu me renvoies x plus y en mettant ça. Donc, ce que ça fait, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous écrivez une fonction, c'est la dernière instruction, en fait, la valeur retournée. C'est toujours comme ça. Et ça aussi, c'est optionnel. Les types des arguments obligatoires, mais le type output de la fonction est optionnel. Spark est assez intelligent pour savoir que voilà, cette fonction va renvoyer des éléments de type tel ou tel. Donc, le reste, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est des définitions de fonctions pures. Ça, c'est plutôt le functional programming. Je suis désolé de ne pas pouvoir en parler. Mais voilà, ce n'est pas trop important quand même. Après, vous pouvez peut-être parcourir. Maintenant, les lambda fonctions aussi, voilà, ça, on va utiliser. Le syntaxe, c'est en fait les parenthèses et des arguments avec le type et cette flèche et le body. Donc là, j'ai défini une fonction. Ça, c'est la fonction lambda. C'est une fonction qui prend en entrée deux éléments, x et y, et il me renvoie x plus y. Vous allez voir qu'il n'y a pas de def, de nom, etc. Mais n'empêche, c'est une fonction. Parce que là, je lui ai donné en argument 1 et 2, il m'a renvoyé la somme, pardon. Voilà.